bonjour à toutes et bonjour à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors pour cette vidéo du mois d'août, on est fin août, à 2 jours près, j'aurais pas eu le temps de la faire. On va faire une machine difficile en plus, et oui c'est déjà la reprise. Donc on va faire une difficile. Donc pour illustrer la vidéo ce mois-ci, c'est Molly White, qui est relativement connue en plus peut-être du côté américain que du côté français, mais elle est une critique constructive sur pas mal de sujets liés à la tech, crypto, hacking et j'en passe. Et donc du coup elle a notamment publié un article intéressant qu'on peut aussi écouter en podcast si on préfère, sur les flux RSS. Les flux RSS qui sont peu connus par la nouvelle génération, alors que à mon sens ils sont toujours très intéressants et d'avenir, puisqu'ils permettent d'éviter d'être dépendant des GAFAM. Et donc on verra dans la machine que j'ai choisie, ça va parler aussi des flux RSS, donc je rentrerai dans le détail un peu plus loin. Mais avant ça, comme chaque mois, on a la Minute Frime. Alors la Minute Frime ce mois-ci, je suis particulièrement content, puisque ça y est, je suis dans le top 10 mondial des challenges de hacking, donc sur le classement qui agrège les scores de RootMe, Hack the Box et des principaux sites d'entraînement et d'apprentissage du hacking. Voilà, et donc au passage du coup je passe sur le podium français puisque je prends la 3e place du podium français derrière Lordoric et Phoenix qui a longtemps été premier français, mais qui s'est fait passer devant, pareil que des losers qui étaient premier mondial pendant longtemps et qui est passé à la seconde place assez récemment. Voilà, donc pas mal de mouvements sur ce classement, et je dois avouer que quand j'ai commencé les challenges de hacking il y a plus de 10 ans maintenant, quand je voyais ce classement ça me paraissait vraiment inaccessible, et finalement avec de la persévérance on finit par réussir à atteindre son objectif, donc comme quoi il faut pas croire que ce qui semble inaccessible l'est vraiment. Il faut persévérer, et c'est très juste et très vrai dans le monde du hacking. Ensuite on a une minute bonus, puisque j'ai lu un livre sympa cet été que je recommande, qui s'appelle Comme un empire dans un empire, un livre de Alice Zenité, je sais pas si ça se prononce comme ça, et donc intéressant notamment parce que elle s'est inspirée d'une hackeuse du mouvement Anonymous pour faire le personnage de elle. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais je vous recommande ce livre qui a pas forcément des bonnes critiques sur... Enfin, si on regarde la critique des gens en dessous, mais c'est là qu'on voit que le grand public est vraiment déconnecté du monde de hacking et ne se rend pas compte des enjeux qu'il y a. D'où l'importance de communiquer sur ce sujet. Voilà. On va pouvoir démarrer, donc ce mois-ci j'ai choisi la machine Hack the Box Travel. Donc comme je l'ai dit, elle est classée en hard, c'est une Linux. Et on va voir que ce sera un voyage dans une association vraiment pas simple pour compromettre cette machine. Alors comme d'habitude, j'ai déjà lancé en amont le VPN évidemment, sinon on va pas pouvoir la taper, VPN Hack the Box. Et ensuite j'ai déjà fait le scan and map, le scan de port. Vu qu'elle est difficile, je vais passer pas assez vite sur pas mal de choses, et comme d'habitude aussi je vais prendre le chemin qui permet de la compromettre. Évidemment dans la vraie vie on passerait beaucoup de temps à chercher à suivre des fausses pistes avant de tomber sur les bonnes pistes. Donc 3 ports assez classiques, 22, 80, 443. Si on regarde le scan, donc ce qu'il y a devant les yeux, à la sortie du scan and map, on voit qu'il y a plusieurs sous-domaines qui sont déjà fournis par les certificats. Donc le www.travel.htb, on a blog.travel.htb et blog-dev.travel.htb.
.htb. Évidemment, sur les trois, on a plus envie de creuser le blog-dev, qui est probablement la version en développement du blog en production. Donc plus facilement susceptible de contenir des erreurs. Et si on va dessus avec un navigateur, j'ai évidemment mis à jour, enfin je vérifie parce que à chaque fois je dis ça et puis des fois c'est pas le cas, host, on va faire un grep sur travel, oui c'est bon, j'ai bien affiché j'ai bien ajouté dans mon fichier host l'adresse IP de la cible correspondant aux différents domaines, puisque ce sont pas des domaines publiés sur internet mais accessibles à travers un VPN. Ok, alors voyons voir si on a accès à ces différentes cibles. Donc si on va sur le site qui semble le plus intéressant, blog-dev.travel, on ramose. Pourquoi ça rame? Pourtant la machine est bien lancée, je suis bien sur le bon. Oui, je crois que c'est ça. Donc on reçoit un 403 interdit, forbidden. Et si on va sur la version en prod, blog.travel.htb, là ça marche bien, on a bien un blog. C'est d'ailleurs simpliste, hein, mais bon. Et un autre check qui est intéressant de faire, et que je fais pas à chaque fois, donc là c'est utile en fait, c'est un check qu'il faudrait d'ailleurs faire à chaque fois que c'est du routage via vhost, puisque quand on fait un scan Nmap en utilisant l'IP, bah forcément Nmap peut utiliser l'IP et pas le nom d'hôte, et parfois le nom d'hôte réagit différemment que l'IP quand c'est du routage virtual host, hein, CF les vidéos où on fait ce genre, on a déjà vu ce genre de problématique. Et allons-y pour donc un scan spécifiquement sur port 80 du bloc dev. Et là on voit qu'il trouve un point git, hein. Donc on aurait pu le trouver autrement, hein, avec ça c'est quand même un grand classique, on l'aurait trouvé avec un GoBuster ou des compagnies, hein. Et c'est juste pour montrer que voilà, Nmap réagit différemment entre une adresse IP et un domaine, donc faut pas hésiter à jouer avec Nmap sur le domaine. Ceci étant dit, donc qu'est-ce qu'on fait quand on a un Git? On l'a déjà eu plusieurs fois, je pense, sur cette chaîne Acksize. Et il me semble qu'on a déjà utilisé les Git Tools, mais pour rappel, donc les Git Tools, ce sont trois scripts en Python Bash pour récupérer justement ces archives, enfin ces informations publiques quand un point Git est accessible. Donc pour cela, moi je vais le faire à la racine, on va utiliser Git Dumper, qu'on a déjà utilisé je pense, pour donc faire dumper le contenu de ce point Git. Donc on met la cible qui est donc http blogdev le point Git, et je vais mettre l'output, la sortie, dans le dossier Git qui va être créé automatiquement par le script je pense, si la folder n'existe pas. Voilà, donc il n'y a pas grand chose, on voit qu'il a téléchargé assez vite, il n'y a pas tant de minutes que ça en sortie, donc quand je vais dans le répertoire Git, il n'y a absolument rien, parce qu'il y a un répertoire .git qui lui contient les différents fichiers. Voilà, donc le plus simple pour lire ce bordel, c'est d'utiliser Git, par définition, du .git, c'est Git. Donc si on fait un Git status en étant dans le répertoire avec le .git, on voit tout de suite des choses intéressantes qui concernent donc trois fichiers qui ont été effacés et qui étaient présentes dans une version ancienne. Donc le plus simple pour les consulter, c'est de faire un git reset-hard, et du coup ces trois fichiers sont récupérés dans les anciennes archives et affichés. Alors je vais commencer par le readme, je crois que c'est le moins intéressant des trois. Ah si, il est quand même intéressant. Donc il indique que qu'on va jouer avec les RSS. Alors je vais peut-être parler maintenant des RSS du coup. Donc RSS, hein, c'est l'acronyme pour Really Simple Syndication. Et donc ce sont simplement en fait un protocole, on va dire, hein, pour récupérer
par exemple tous les articles qu'on n'a pas lus sur un site avec un client RSS, hein, il y en a de multiples aujourd'hui, et donc je vous renvoie à l'article dont je parlais au tout début sur les RSS, hein, où Molly White parle des différents justement clients RSS et de pourquoi c'est pas forcément une chose du passé. Alors ensuite, après, on avait deux autres fichiers, donc je vais peut-être d'ailleurs, on verra s'il y aura peut-être besoin de les laisser ouverts tout le long, parce qu'ils vont beaucoup servir. Donc on a un fichier RSS template, avec le code suivant. On va pas mal rentrer dans le code, donc ça va être assez touchy, hein. C'est une machine difficile, et la partie la plus difficile c'est justement l'analyse du code, enfin selon moi, après ça dépend de son expérience. Et le dernier, c'est template.php tout court. Pareil, on va avoir besoin de rentrer dedans. Donc en fait je vais ouvrir les deux. Alors on a dit RSS, j'ai déjà ouvert le template. Parfait. Ok, donc rentrons dans ce code. Donc première chose, quand on commence par le fichier RSS template, on voit que donc il y a une classe du code PHP. On a le getFeed qui assez vite appelle un URL getContents. Et ce URL getContents, eh bien, on va pouvoir l'analyser en détail dans le template.php qui est ici. Il est ici. Et ce URL getContents, donc, il appelle lui-même la fonction safe qui est juste au-dessus. Et donc, on voit que cette fonction safe fait des checks qui vont bloquer des tentatives de hacking. Un truc que j'ai pas dit peut-être en amont, bon on peut le dire en amont ou après, mais on voit que ça parle de SimplePy, et SimplePy c'est open source, hein, donc on va pouvoir analyser le code sur internet, enfin le code disponible sur internet puisque c'est open source, et il est ici hein, sur GitHub. Et donc c'est des classes pour justement jouer avec le RSS, classe PHP. Voilà, donc si je reviens sur le safe, est-ce qu'il y avait autre chose à dire? Pour l'instant, non. Je vais peut-être parler de Memcache, hein, parce qu'on a vu que ici, donc on avait un URL getContents qui était appelé, qui allait réappeler safe et qui allait en fait récupérer l'URL et faire du travail dessus. Et ensuite, on voit que ça va parler à un Memcache. Et Memcache, c'est important dans cette machine. Alors, je rappelle déjà ce que c'est. Je sais plus si on l'a déjà vu sur Arcsize. Mais donc c'est un système d'usage général qui sert à gérer la mémoire cache distribuée. Donc c'est souvent utilisé pour augmenter la vitesse de réponse des sites web créés à partir de bases de données. Du coup c'est assez bas niveau, assez simple, et c'est pour gagner de la vitesse sur donc des accès clés-valeurs entre guillemets. Donc si on continue cette fonction getFeed, l'analyse de cette fonction getFeed, donc on a la fameuse URL. L'URL elle est basée, on voit ici, URL elle est récupérée dans les paramètres de ce qui est fourni par le client. Donc on va pouvoir, c'est quelque chose sur laquelle on a la main. Et on voit qu'ensuite cette URL elle est explode, hein, donc elle est parsée, on va dire. Elle est analysée syntaxiquement pour avoir un traitement particulier. Et on voit que ce qui est passé en paramètre, donc puisque nous on met en paramètre, il est considéré comme une URL.
Donc ça sent la SSRF, et du coup on peut tester dès à présent, voir s'il y a vraiment une SSRF ou pas. Donc ce que je vais faire, je vais créer un répertoire www qui va nous servir de serveur web. En vrai, pour l'instant je mets rien dedans, il n'y a pas besoin. Je vais donc lancer un Python HTTP serveur 80, donc un port, un serveur web en écoute. Je vais récupérer mon adresse IP dans le VPN, évidemment l'adresse IP que la machine ici peut taper, 10.10.16.6, et je vais je vais utiliser le fameux argument ici, le custom feed URL, pour mettre mon URL, donc mon adresse IP, pour voir si le site web va bien utiliser taper cette URL, et donc voir s'il y a bien une SSRF, Server-Side Request Forgery. On a déjà vu ça dans d'autres vidéos avec ça et je rentre pas dans le détail. Donc je fais un curl sur la cible avec le custom feed URL, et donc l'URL, le paramètre URL qui est utilisé ici. Je mets vraiment juste mon IP /feed, on pourrait mettre n'importe quoi, en vrai c'est juste pour voir si c'est tape mon serveur. Et on voit que parfait, ça marche, j'ai bien la cible qui allait taper mon serveur, donc la SSRF fonctionne. Bon, on a une SSRF, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pour l'instant c'est pas évident. Continuons à creuser le code. Donc si je reviens sur, je sais plus quel des deux, c'est RSS Template je crois. Si on va tout en bas de RSS Template, on a un truc intéressant qui est commenté, qui parle de debug. Donc les debugs en général on aime bien. Donc on va voir si par hasard le paramètre debug existe bien comme ça a l'air d'être suggéré ici. Hop, je fais donc, je vais sur le blog et je tape le paramètre debug. Bon, a priori ça change rien sur l'affichage de la cible, enfin sur le rendu de la page. Et si je regarde code source, CTRL U, et que je descends, on voit ici qu'il y a, tiens, effectivement un truc de debug qui est affiché. Bon, ça affiche pas grand chose. Et si on rafraîchit la page, ou qu'on refait des tests et qu'on retourne à ce truc de debug, on voit que ce coup-ci, bah tiens, là il y a quelque chose d'affiché. Donc un XCT tiré une valeur en hexadécimale, et quelque chose qui ressemble à de la sérialisation PHP, si vous avez déjà touché à de la sérialisation PHP, c'est assez reconnaissable. Donc si je reviens sur le code, si je reviens sur la fonction getFeed ici présente, celle-ci, on voit donc que cette fonction ensuite va faire un set cache location sur le fameux même cache dont j'ai parlé, et on voit ici que ça parle d'un préfixe xct tiré, pile poil le préfixe qu'on a ici là, xct tiré. Donc a priori on est sur la bonne piste. Ensuite là il semblerait que timeout 60 ça veut simplement dire un timeout à 60 secondes avec de toute façon vu qu'en plus c'est le même cache, c'est pour du cache, donc c'est pas déconnant d'avoir un timeout à 60 secondes. Et c'est là que on a l'idée qui est vraiment pas simple à exploiter, et d'où la machine qui est difficile. C'est qu'est-ce qu'on a comme idée? On a l'idée que si j'arrive à mettre le contenu que je souhaite dans ce contenu sérialisé, et ensuite il va être désérialisé, et je vais pouvoir donc lors de cette désérialisation exécuter du code sur la cible et donc avoir une RCE prendre la main. Donc on a beaucoup d'étapes, enfin beaucoup, il y en a 4, il y a 4 étapes avant d'obtenir ce but, d'atteindre ce but. Donc la première étape ça va être donc la charge utile, la payload PHP. Donc pour l'instant on a juste comme information que ça commence par ça, le debug, mais il faut qu'on comprenne un peu mieux l'entièreté de ce debug pour comprendre comment on peut l'utiliser pour mettre notre charge utile. Ensuite il faut qu'on comprenne le même cache, donc les noms utilisés par le même cache, comment
Avec la SSRF, je peux rentrer ce qui m'intéresse dans le même cache. Ensuite, on aura à comprendre, on va tomber dessus de toute façon, hein, mais on est déjà tombé dessus en amont, on va tomber sur ces blocages-là. Donc il faudra comprendre comment contourner les blocages mis en place dans le code. Une fois qu'on aura compris ces 3 étapes, il faut mettre tout ça ensemble pour créer donc une charge utile sérialisée qui sera qui déclenchera le code à exécuter, qui sera évidemment un web shell. Hein, généralement, quand on a en cible du PHP, l'objectif c'est, enfin le plus simple, c'est d'avoir un web shell, écrire un web shell sur la cible, comme ça on peut prendre la main. Bon, tout ça étant dit, c'est pas gagné. Donc commençons déjà par, heureusement il y a de l'aide, si on regarde, on est dessus d'ailleurs, si on regarde la classe template helper, qui est d'ailleurs une classe d'aide mais qui est pas censée aider les attaquantes, mais dans notre cas ça va nous aider. Donc il y a bien les différentes fonctions dans une classe qui sont utilisées lorsqu'on instancie une classe, construct et wake up. Et donc du coup c'est typiquement ça qui est souvent utilisé lorsqu'on fait de la désérialisation. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur la chaîne, sur d'autres chaînes d'ailleurs, qui parlent de désérialisation PHP. C'est assez une attaque qu'on voit quand même de temps en temps. Et donc je vais m'inspirer de ce code pour faire un fichier PHP. Pour l'instant c'est plus un POC, hein. Donc on va appeler ça attaque.php. Et on va mettre dedans le fameux class helper, du code PHP, class helper. Donc ça ressemble fortement à ça. J'ai peut-être des tâches, voilà. J'en ai un à droite, l'autre à gauche. Évidemment, j'ai pas pris le bon, perdu. Je peux faire ça. Yes. Voilà. Donc on avait toujours le file, le data, la public function. Donc là j'ai pas mis d'argument. Le this file, donc là j'ai mis un fichier auquel on a donné un nom, et en données j'ai mis un web shell PHP. Ensuite on a l'instanciation de l'objet de la classe, enfin de la classe en fait, et j'ai mis echo serialize, parce que là le but c'est de voir un peu à quoi il ressemble une fois que c'est sérialisé ce code. Je peux faire un petit coup d'ailleurs de PHP pour vous montrer. PHP attaque. Voilà, et on voit que ça ressemble à ça, ce qu'on veut avoir ici. Donc maintenant c'est comprendre comment on fait pour le mettre ici. Ok, alors donc ça c'était la première étape. La deuxième étape c'était comprendre l'histoire du même cache. Donc là on va regarder en détail le code de WordPress qui utilise SimplePy. Tout ça c'est open source. Donc je vais sur le GitHub de WordPress, sur la classe SimplePy. Ça rame. Je sais pas trop pourquoi. Voilà. Donc code assez court ici, puisqu'en fait c'est simplement une définition de classe qui permettra donc de l'instancier. Si on regarde comment l'objet est créé, il va falloir aller sur la ligne 701 d'un autre fichier. Donc là on a la construction plus en détail. Donc quand l'instance de la classe est faite, donc elle va créer différents objets, et puis une fois qu'elle aura fait ça, ce sera bon pour elle, elle va exister quoi, enfin elle va partir. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a un set cache location ici qui est utilisé. Donc ce set cache location, si on creuse, il va falloir aller dans un autre endroit du code. Ici, il est ici, donc cette cache location, on voit que il définit une localisation qui met en cache.
Ensuite, on avait ici, on avait un set cache location et on avait un set feed URL. Donc ce set feed URL, si on veut pareil regarder un peu en détail à quoi il ressemble, c'est ici, set feed URL, on le voit. Donc il fait à peu près la même chose, avec quelques vérifications supplémentaires, notamment en histoire d'arguments, si c'est du tableau ou du string. Il vérifie aussi les protocoles, si bien de HTTP devant ou pas. Et après, si on continue toujours sur les différents cases ici de la construction de la classe, on voit qu'il fait un init après le set feed URL. Et cet init, c'est ici même. Tac. Voilà, donc la fonction init, il y a pas mal de vérifications encore. Et si on descend un peu, je fais vite hein, évidemment en temps réel, ça serait plus long à lire tout ce code et à comprendre tout ce code. On a ici une ligne qui est très importante. Donc je vais essayer de la mettre en entier, elle est pas si longue que ça, voilà. Donc on a registry call avec cache get handler, un tableau où il fait une cache location. Et après un call user function avec cache name function URL SPC. Beaucoup de choses à dire. Donc this cache location, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'était ce qui, si je reviens sur RSS template, voilà, ce même cache là, on voit d'ailleurs le set cache location, il est là, il y avait 100 paramètres. Et donc, c'est ce qui est fait ici. Le this cache location, ça équivaut au set cache location de ce même cache. Ensuite, on a this cache name function. Donc ça, faut encore regarder où c'est dans le code, c'est ailleurs. Il est ici. On a un cache name function à MD5. Donc cette valeur aurait pu être changée dans le code, hein. Si on creuse le code, on voit que c'est pas le cas. Et donc elle est toujours à MD5. Et enfin, on a la fameuse URL, qui est passée en paramètre, qui est là. Donc si on résume, en gros, cette ligne, elle appelle une fonction en utilisant le call function. C'est pas évident à dire en français. Et donc en gros, ça fait quoi? Ça fait un get handler de this cache location MD5. Je vais peut-être l'écrire, ça sera plus parlant. Tac. Je vais ouvrir. Il y en a un là, voilà. Non, il est pas là, il est là. Je vais faire un plus ici. Voilà, ça ressemble à ça. Donc là en fait ça fait un get handler. Je lève ce truc. Voilà. Donc premier paramètre this cache location. Deuxième paramètre, on a vu que ça c'était MD5 en fait. Donc ça fait un MD5 de l'URL. Et le troisième paramètre il endure SPC. Ok, donc maintenant qu'on a compris ça, on va encore aller créer un nouvel onglet ailleurs dans le code. Ici, donc là, c'est le fameux getHandler avec les trois arguments que je viens de spécifier ici. Donc on voit qu'il fait un explode sur le 2 points sur l'argument location. Donc le premier argument, je rappelle, c'est ce truc-là. Hein. Donc là, du coup, il récupère la même cache parce qu'il explode sur le 2 points. Donc la première chose avant les 2 points, c'est la même cache. Et si on regarde un chouïa plus haut, on voit ici qu'il y a effectivement la valeur même cache, qui est ensuite simple pi cache même cache. Bref, il gère cette valeur là comme du mcache même cache. Voilà. Et ensuite, si on va un peu plus bas, on voit qu'il retourne donc ce fameux simple cache file avec la location, le file name et l'extension. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Peut-être je vais vous l'écrire, hein, parce que du coup là si on remplace ce truc là, je vais le mettre ici,
Ça c'est ce qu'il y a dans le code, et si on remplace avec ce qu'on a compris de ce que fait le code dans notre cas, ça va être ça. Du coup je vais agrandir un peu. Donc il retourne un même cache en premier paramètre, un MD5 URL et SPC. Et si je regarde le code, si je reviens sur le code du construct, non pardon, là on va sur le code du construct du même cache, donc l'instanciation de cette classe là, on voit qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont mises par défaut. Ensuite il y a le paramètre location qui est passé, et donc ces valeurs par défaut sont appliquées ou sont prises dans location. Et ensuite il y a ce qui nous intéresse, le this-name ici, this option extra prefix.nd5. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que this-name va prendre le préfixe qui est ici là, SimplePy. Et dans notre cas, le préfixe c'est pas SimplePy, c'est XCT, le fameux qui est ça doit être là. Le préfixe c'est XCT, c'est pas SimplePy, c'est pas la valeur par défaut. Et ensuite donc c'est concaténé en MD5 ici. Sachant que le $name là c'est déjà le MD5 de l'URL, donc il va y avoir un MD5 de MD5, et on a le type ici qui dans notre cas est SPC, ce qu'on a mis là. Donc le cache name va être MD5 de MD5 SPC, ce qui nous donne, je vais peut-être ouais, c'est pas ça, c'est pas utile de le montrer, je vais plutôt montrer directement la commande. Donc ce qui nous donne hop, ça, donc l'URL cible avec custom field URL, ensuite le MD5 découpé avec SPC derrière, et à nouveau le MD5 pour respecter ce MD5 de MD5, si je peux te le montrer du coup parce que c'est pas si clair. Donc là en fait le $name ici, le $name pardon, le $name ici, en fait ça, si on essaie de le comprendre, c'est un MD5 du MD5 de l'URL collé avec concaténé avec 2.spc, d'où cette commande. Voilà, donc si je fais ça, ça me permet de récupérer un MD5. Et ce MD5, si je teste sur la cible, je teste deux fois parce qu'à chaque fois la première fois ça apparaît pas dans la sortie 1, on voit bien que c'est le bon MD5, on a bien compris comment le MD5 était forgé puisqu'on a bien le début qui correspond au MD5, donc on est bon. Donc on a compris comment le MD5 était forgé. Maintenant on veut utiliser la SSRF, hein, donc on veut pas taper la cible, mais on veut taper notre site web, à savoir notre IP ici. Utiliser la SSRF vers nous. Donc pour cela on va refaire la même commande que j'ai fait, mais remplacer le site cible par notre site qui fournira un custom feed XML ou autre chose, peu importe. Est-ce que j'ai encore le serveur en écoute? Oui. Ok, donc allons-y. Voyons voir si je fais cette requête curl, on va la faire en haut à droite, peu importe. On voit que donc j'utilise la SSRF comme on l'a fait tout à l'heure, on voit bien que ça revient ici. Et maintenant je vérifie en bas à gauche si la valeur affichée par le debug correspond, et c'est pas le cas. C'est pas le cas, là il a gardé la valeur d'avant, il est encore là-dessus.
parce qu'il y a une histoire de cache. On l'a refait, la SSRF fonctionne. Non, il persiste à rester. Alors, est-ce que j'aurais loupé quelque chose? J'aurais loupé quelque chose parce qu'il faut mettre un custom feed XLS. Voyons voir. Testons en mettant le custom feed XLS. Donc je vais récupérer. Est-ce qu'on l'a quelque part ici? Si j'ai l'URL qui traîne ici, parfait, bim. Donc je vais sur... C'est vrai qu'on n'y a même pas été sur le wtravel. J'aurais pu vous le montrer, il ressemble à ça. Voilà, on a un truc soon, bon. Et donc si je prends un newsfeed custom feed, hein, le fameux qui est présent donc, sur cette cible, je le mets dans notre répertoire où il y a le serveur qui tourne. Comme ça en fait il sera récupéré par la SSRF. Hop, je le refais. La SSRF tape bien chez nous, récupère bien le fichier pour le mettre, enfin pour le traiter comme il va bien. Et est-ce qu'au niveau du debug, voilà parfait, au niveau du debug on a bien le condensat MD5 qui correspond donc à ce qu'on avait calculé, ici. Donc on a bien compris la mécanique du memcache, comment le MD5 est généré et donc comment faire pour que ça récupère le truc chez nous et que ce soit serialisé comme il faut au niveau du memcache. Bien, ceci étant fait, vu qu'on empoisonne le cache de memcache avec un objet serialisé PHP, on a besoin d'une méthode pour discuter en direct avec le memcache. Pourquoi? Parce que si j'y vais en direct avec un curl, donc en HTTP, on va faire le test comme ça, je vais vous montrer. Donc si je mets un serveur, enfin un NC en écoute sur port 9001 par exemple, et qu'on tape avec un curl, le curl je le fais en haut à droite, donc bon, là c'est du HTTP basique, hein. On voit bien que HTTP par défaut il rajoute le host, le user agent, accept, et le get évidemment. Donc tout ça fait que si on utilise la SSRF pour dialoguer avec le memcache, bah, le memcache il va devoir gérer tout ça, ce qui va foutre un sacré bordel. Donc là on se dit, il n'y a pas plus simple, mais s'il y a plus simple, il y a Gopher. Alors Gopher par contre je suis pas sûr qu'on a déjà vu. Donc Gopher c'est une norme de communication numérique conçue en 91, donc il y a un petit bout de temps, 1991, concurrente du HTTP à l'époque, utilisée sur le World Wide Web, et désormais désuète du coup. Désormais désuète, mais comme elle a existé historiquement, elle est quand même présente dans pas mal de choses, et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ça commence à revenir au goût du jour pour tout ce qui est... comment ça s'appelle? Tout ce qui est basse consommation, quoi. Donc les serveurs à basse consommation, notamment serveurs web. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, et là l'intérêt du Gopher c'est qu'il n'y a pas tous ces en-têtes. Donc si je fais le même test, donc je ferme le NC en bas à gauche pour le rouvrir, et ce coup-ci je vais faire un curl mais pas en HTTP mais en Gopher. Hop. Et là on voit que c'est parfait, donc j'avais mis un argument ce qui va bien, c'est-à-dire un test avec un retour à la ligne et une deuxième ligne. Donc là on voit que en utilisant Gopher et pas HTTP, j'ai uniquement ce que je mets en paramètre qui est envoyé, et donc le même cache, quand il va recevoir ça, ce sera beaucoup plus simple pour qu'on mette ce qu'il faut dans les cases, quoi. Alors, comme c'est quand même assez galère et qu'il y a un outil qui peut nous aider, autant utiliser l'outil qui peut nous aider, cet outil étant Gopherus. Donc je vais aller en bas à gauche faire un git clone de cet outil
Ensuite, on va aller dans le répertoire Goferus et on va l'installer avec un sudo bash install.sh. Il nous faut le mot de passe root. Il râle un peu, mais je crois que ça marche quand même, si je dis pas de bêtises. On va tester si je fais un Goferus. Déjà il apparaît dans les commandes. Si c'est bon. Il fonctionne, nickel. Et donc il est utile dans pas mal de cas, dont le cas qui nous intéresse, donc pour exploiter du Memcache. On voit qu'il gère plusieurs choses ici. Donc dans notre cas ça va être le PHP Memcache, c'est celui-là qui nous intéresse, hein, puisqu'on est en PHP sur du Memcache. Donc il nous demande la payload, donc si je fais par exemple test payload, et bien donc il nous sort le lien à envoyer pour que ce soit cette payload qui soit reçue par le Memcache. Ok, et donc du coup on peut même tester, hein, je peux faire le curl qui va bien, remplaçant donc le 127.0.0. Ah non, ça c'est bon, on n'a pas besoin de le remplacer. Est-ce qu'on a besoin de remplacer quelque chose? Non, là je laisse tel quel. Et là on voit par contre qu'on se fait jeter parce que il voit la SSRF. Donc on a atteint l'étape d'après. On avait 4 étapes, hein, je rappelle. Donc on avait l'étape comprendre, former la payload PHP, comprendre le debug pour voir comment on peut mettre une charge utile PHP, et après on avait comprendre le Memcache, comment utiliser la SSRF pour taper sur le Memcache, là si on a compris. Maintenant, comment on fait pour contourner les vérifications de sécurité qu'il y a dans le code, les vérifications de sécurité qui sont plus là, il faut que je réouvre, je pense, je peux le faire d'ici, j'ai peut-être galéré ou pas? Non, c'est bon. Il est dans le truc récent, voilà. C'est check là. Donc là, on voit que c'est celui-là qui a popé, hein, Hacking Prevented Internal CSRF, puisque il voit qu'il y a localhost 127.0.0.1, et c'est en effet vrai, on a bien un 127.0.0.1 qui est dans l'URL. Ok. Alors, comment on fait pour contourner ce check? Eh bien, on va sur Swisskey Repo, qui a un certain nombre de contournements. Ici, on voit que y en a un paquet en fonction de si c'est IPv6, IPv4, les notations. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le decimal IP location, donc l'encodage en décimal, parce que ça permet de ne pas avoir 127.0.0.1 ni localhost, mais d'avoir un chiffre chelou comme ça. Ok, testons. Donc si je prends la même charge utile, la même chose que ça, mais je remplace le 127.0.0.1 et là je mets 21 machin 33, celle-ci, première. Là il n'y a plus de hacking attempted, a priori. Je peux même faire derrière un grep hacking pour être sûr. C'est bon. Et si je regarde le debug, on voit que c'est passé, il y a bien la payload charge utile spider test payload qui est écrite dans le Memcache. Donc on a passé à la troisième étape qui était comment contourner les protections qu'il y avait dans le code. Donc on arrive à la dernière étape, hein, de cette étape, de cette exploitation bien compliquée de cette machine Hack the Box. Alors, dernière étape, la quatrième et dernière étape, c'était écrire le web shell dans la charge utile.
On a besoin de donc targeter le même cache, le nom de même cache qui va bien, et il faut que ce soit légitimement appelé plus tard. Donc je rappelle que on a comme adresse IP 10.16.6, puisqu'on va évidemment taper sur notre serveur. Donc si je remise ce qu'on a mis tout à l'heure, pour avoir le MD5 qui va bien. Ensuite, je vais récupérer l'URL. Donc ce qu'on avait fait tout à l'heure, mais je remplace le spider ici par un truc un peu plus intelligent, c'est-à-dire le XCT- la valeur qui va bien, et donc là du coup j'ai pas mis la bonne. Hop, donc je vais y aller. C'est avant le %20, je pense c'est là, hein, à mon avis. Hop. Et si je mets le MD5 qu'on vient de calculer ici, est-ce que ça va être bon? Donc grep hacking ça sort rien, donc déjà on s'est pas fait gauler par les checks. Si je vérifie ce qui sort, on a bien le test payload avec le MD5 qui correspond, donc on a bien réussi à remplacer le spider là par la valeur qui nous intéresse, enfin, qui est nécessaire de mettre pour que ça fonctionne. Ensuite, là on a laissé donc test payload, donc là on va remplacer test payload par une payload qui est une vraie charge utile, hein. Donc la fameuse attaque.php qu'on a fait tout à l'heure. Je suis pas au bon endroit, point, peut être là, voilà. Donc je réutilise Goferus, bim, et ce coup-ci je lui mets là ce qu'on vient de pondre, la sérialisation qu'on veut, et donc il me donne la commande à faire. Cette commande à faire, je peux pas l'utiliser telle quelle parce que lui il met spider, alors que nous on veut alors je vais mettre ça dans du texte, ça va être plus simple pour que vous compreniez. On va le mettre ici. Donc ça c'est ce que Goferus me donne. Je peux pas faire view search edit. Comment on fait pour afficher les world wrap? Voilà, donc ça c'est ce que me donne Goferus. Et en cible, nous ce qu'on veut c'est on veut pas le spider. Le spider là, ça on veut pas le spider, on veut le XCT qu'on vient de calculer là. Donc où c'est que je peux le récupérer? Évidemment faut que je monte. Il est là, XCT jusqu'au %20, tac. Donc le MD5 de ce qu'on a calculé, je le mets à la place du spider, mais je garde %20 qui est un espace, voilà. Et ensuite le 127.0.0.1, ça va être gaulé par le check là, donc il faut le remplacer par la valeur en décimale. Et normalement, si on fait un curl sur ce truc là, donc je rajoute cette partie en amont. Donc curl sur la cible avec en lien l'URL qu'on vient de formater. Ça me semble pas mal, hein. Je vais faire derrière un pipe grep hacking pour être sûr que on passe le filtre. Tac. Tac, tac, voyons voir. Une histoire de quote qu'il aime pas. J'ai jamais fermé la quote. Ok, ici.
Tac, je le refais. Ça a l'air de passer. Ok. Bah du coup, si on regarde ce qui a été mis dans le debug, ça a l'air d'être bon. Ça ressemble à la payload qui était ici. Maintenant, si on utilise les SSRF avec la requête de tout à l'heure, notre serveur qui est toujours en écoute, il reçoit bien le custom machin chouette. Alors il nous reste à comprendre une dernière chose. Si je reprends, si je l'ai pas gardé ouvert, le readme qui était disponible dans le git Caliqué, on voit qu'il parle de copie RSS template.php et template.php dans ce répertoire. Donc ça, c'est que dans la configuration par défaut, les fameux fichiers PHP qu'on a, ils sont dans ce répertoire-là, dans ce répertoire WP Content Theme 2020. Du coup, si je regarde le template.php ici, la classe template helper, je vois que ici il fait un file put contents dir /log. Donc là dir, on l'a en partie, enfin on a la, je vais la mettre ici, on va la prendre et on va la mettre ici, voilà. Donc il y a ça. Ça c'est la directory. Ensuite, quand on regarde ici le file puts, on voit qu'il rajoute /logs, donc il faut qu'on rajoute /logs. Voilà. En amont, bah, il faut mettre la cible, hein, donc nous c'est le blog. Voilà. Et donc dans ce répertoire-là, normalement, il va y avoir le fameux fichier lisbeth.php qu'on a avec la charge utile qu'on a mis. Donc, si on tape ça, donc déjà ça permettra de vérifier si le fichier lisbeth.php est bien présent et si bah, c'est bien le code PHP, le web shell PHP. Alléluia du premier coup. Donc on a réussi à mettre le web shell sur la cible et on a une RCE via la désérialisation à travers la SSRF utilisée sur le même cache de ce site WordPress. Donc bah, maintenant qu'on a fait ça, le plus dur est fait, il reste plus qu'à mettre un NC en écoute et on va taper le web shell avec une commande qui on lance un reverse shell sur ma machine attaquante. Parfait, on est www.data sur le serveur. Donc là on va enfin pouvoir récupérer le user.txt, enfin pas tout à fait, il y a eu encore une petite étape. Donc là je vais vite, hein, mais globalement si on fait l'énumération on tombe sur ce fichier de backup WordPress et quand on l'affiche on voit qu'il y a un hash de admin et un hash, un condensat du mot de passe de l'inic admin. Donc si on crée, on va le faire où? On va le faire bas à droite, je suis pas sûr qu'on a encore besoin, donc je le coupe. On va monter d'un cran, bon, on s'en fout un peu, ça c'est pour être logique. Donc je fais un mousepad WHIS. On va mettre, donc pour gagner du temps, je mets directement le bon, on pourrait mettre les deux, c'est pas très grave. Et c'est celui-là qu'on va réussir à casser, l'autre je crois pas que ça marche. Donc je mets le H ici. J'ai pas gouré, ça a l'air bon. Ok, j'essaye de le casser avec H4. H4.
J'utilise RockU, hein, qui est la wordlist par défaut, liste de mots par défaut sur Axebox. Donc là ça prend 2 secondes parce que j'avais dû le laisser dans le cache de H4, c'est pas plus mal parce que c'est un petit peu long je crois pour qu'il le casse. Et voilà, on a récupéré un mot de passe, First Step Closer, le mot de passe associé donc à ce Linux admin sur WordPress. Donc est-ce que par hasard il n'utiliserait pas le même mot de passe sur son compte SSH? Et bien si, on peut se connecter en SSH et on a enfin le user.txt, j'avais un doute. si c'est bon, il est enfin là. Voilà, donc la partie user est très compliquée sur cette machine. Après la privesc, les versions de privilèges, heureusement elle est plus simple. Donc là maintenant on a les droits donc de Linux admin, hein, ce qui est déjà pas mal, mais c'est pas encore les droits admin. Malgré le fait qu'il s'appelle admin, on n'a pas accès au répertoire root contenant le flag root. Donc là, en énumération, pas mal de choses. Donc déjà, si on fait un ls-là, on voit qu'il y a des fichiers qui vont nous intéresser. On a le fichier LDAP-RC, qui donc donne des informations sur le LDAP. On a le fichier .viminfo, ça faut penser à le checker, hein. Donc Vim, c'est le vieux logiciel d'édition de texte, parce que ce fichier Viminfo, il contient aussi un peu l'historique. Et là, il y a dans l'historique une chose très intéressante, il y a un mot de passe qui traîne. Donc on a le mot de passe a priori pour binder sur le LDAP. Donc très intéressant, je copie-colle, je mets de côté, ça va sûrement servir. Ensuite, si on regarde la configuration de SSHD, on voit que ça utilise Authorize Key Command SSS. Donc SSS c'est utilise la clé publique, hein, pour un user au lieu d'utiliser un mot de passe. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire sur cette conf SSHD, je crois pas. Et on voit juste qu'il y a 2 users qui matchent, Linux admin et TRVL admin. Quand on regarde TC passe WD, je vais faire un grep sur SH $. On voit que ça tombe bien, c'est les seuls qui ont un bash sur cette machine. Ok, alors à partir de là, on va taper un peu donc le LDAP, hein, vu que on a le mot de passe dans le point viminfo. Donc je fais un LDAP search avec le mot de passe qu'on a récupéré dans le point viminfo. Je tape avec les informations qu'on a récupérées dans le point LDAP-RC le serveur LDAP. Donc ça me crache un peu ce que contient le serveur LDAP. Ce qui nous intéresse, c'est les utilisateurs. On voit qu'il y a plusieurs utilisateurs ici. Et on va devoir jouer avec, enfin c'est pas obligatoire, il y a d'autres méthodes, enfin si en fait on est obligé de jouer avec le LDIF, mais il y a des méthodes qui seront via interface graphique, mais je suis pas fan des interfaces graphiques, je vais utiliser la CLI, la ligne de commande. Donc LDIF c'est quoi? C'est LDAP Data Interchange Format, donc c'est un format standardisé d'échange de données qui permet la représentation des données contenues dans un annuaire LDAP. Alors, première chose, on veut ajouter dans l'annuaire LDAP une clé publique, puisqu'on a vu que le SSS utilisé dans la configuration SSH utilise des clés publiques. Donc, première chose à faire, générer une clé publique. Donc, je peux le faire sur le serveur, mais autant la garder sur ma machine. Donc je fais un SSH keygen, je vais l'appeler Johnny. Pourquoi Johnny? Parce que j'ai pris un nom pif, hein, on aurait pu prendre Frank, Brian, n'importe qui. Je mets pas de mot de passe, voilà, donc il m'a généré une clé publique johnny.pub et une clé privée sur ma machine attaquante. J'affiche avec Mousepad par exemple la clé publique de Johnny, voilà, elle est là. On va en avoir besoin. Et je vais créer un fichier .ldiv comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ce coup-ci sur la cible. Je vais aller dans dev.shm pour pas déranger le monde. Ici, on va faire un nano. Je crée un fichier qui s'appelle adssh to Johnny.
Donc là il faut creuser la doc LDIF pour voir un peu comment fonctionne la syntaxe. Et on se finira par se rendre compte que la syntaxe ressemble à ça. Si je veux modifier un objet LDAP, ben je mets le DM qui va bien, je fais modify, object class LDAP public key, et là je fais ajouter une clé publique à Johnny, et je mets la clé publique qui est ici. Bim, bim, bim. J'enregistre. Et donc je vais utiliser la commande LDAP add avec le mot de passe LDAP, comme ça, pour prendre en compte ce fichier LDIF et l'appliquer à l'AD cible, au LDAP cible. Ok. Donc maintenant, si je fais un SSH, ce qu'il y avait dans la configuration SSH d'ailleurs, SSH des configs, il y avait cette ligne là, USR bin, SSH machin. Et si je regarde Johnny, on voit qu'effectivement, j'aurais dû le faire avant pour montrer la différence. Mais là on voit qu'il y a bien une clé publique associée qui ressemble à ce que j'ai comme clé, c'est ça. Parfait, donc on a bien associé la clé. Et donc, a priori, si je prends sa clé privée, qui est sur notre machine attaquante, et que je me connecte en SSH en tant que Johnny, ça marche. Donc là, depuis le compte linicadmin, j'ai fait un mouvement latéral, j'ai presque fait un mouvement de recul, puisque linicadmin n'a plus de droits que Johnny. Donc on s'en fout un peu, mais non, on s'en fout pas tant que ça, on va en avoir besoin. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça ne nous apporte pas grand chose de plus. Ce qu'il faudrait faire, vu que je peux modifier des choses dans LDAP, c'est donner à Johnny des droits un peu plus élevés que juste les droits qu'il a actuellement. Par exemple, en l'ajoutant à sudo, ça serait pas mal ça. Donc faisons ça, ajoutons Johnny à sudo, donc je crée un nouveau fichier LDIF, et c'est parti. Dans ce coup-ci ça va s'appeler replace JID number, donc c'est modify JID number, et je lui mets 27. Pourquoi 27? Puisque si vous avez fait attention, ici c'était groupe 27 pour le groupe sudo. Ok, alors ici il y a une petite astuce pour vérifier le etc passw qui est utilisé par NSS, Name Service Switch du LDAP. Il faut faire getAnt passwd, et là du coup derrière on peut faire un grep Johnny. Je peux enlever le grep Johnny si vous voulez dans un premier temps pour que vous voyez. Voilà, ça c'est le passwd du NSS du LDAP. Et donc si je fais un grep sur Johnny, on voit que actuellement il a 5004, 5000. Donc je tente le LDAP add du change Johnny to sudo qu'on vient de créer pour lui ajouter le groupe sudo qui est le groupe 27. Et si je refais un getAnt, on voit que c'est bon, il est passé de 5000 à 27. Donc il peut faire un sudo su. Oui, sudo su de Linux c'est sympa, mais nous ce qu'on veut c'est de Johnny. Et là le problème c'est qu'il me demande le mot de passe de Johnny, et je le connais pas moi le mot de passe de Johnny. Alors comment faire? Vu que je peux modifier LDAP, je peux modifier son mot de passe. Donc allons-y. Changeons le mot de passe de Johnny. On va mettre Lisbeth Pass en mot de passe, ça ressemble encore, c'est change tap modify replace user password. Bim. Pardon. Modifier yes. On est reparti sur un LDAP add. Ce coup-ci on ajoute le changement de mot de passe. Et si je fais un sudo su, c'est peut-être un peu optimiste de penser que ça va marcher tout de suite en live. Ah si, je pensais qu'il fallait se déconnecter, reconnecter en SSH, mais non, ça passe. Là, j'ai pu me connecter avec le mot de passe qu'on vient de setter, c'est-à-dire Lisbeth Pass. Et donc, on est route. On a compromis cette machine Hackthebox Travel qui était pas simple du tout, si on n'aime pas l'analyse de code. Donc, si on se place d'un point de vue Blue Team, qu'est-ce qui
ce qu'il aurait fallu corriger pour éviter que cette machine soit compromise. Voilà, donc il y a l'histoire du code. Donc là il y a pas mal d'aspects qui auraient pu être travaillés, hein. Donc la SSRF il faut la corriger pour éviter que ça puisse taper à l'extérieur. La gestion du même cache peut-être à travailler. Les filtres blacklist là, ça c'est on en voit rarement heureusement dans la vraie vie, mais on en voit, hein, ça. J'ai fait un audit d'ailleurs ce mois-ci, il y avait encore cette histoire de filtre de liste noire. Il vaut mieux favoriser une liste blanche, hein, on dit tout le temps, même si c'est beaucoup plus complexe à mettre en place, c'est beaucoup plus efficace pour empêcher une compromission. Voilà, après il y avait le backup du WordPress qui traînait en clair, donc ça a évité de laisser traîner un backup en clair. Et puis la réutilisation de mots de passe classique, et enfin le mot de passe facile sur le compte admin aussi, hein, que dans la vraie vie ça c'est plus rare aussi, en général quand on fait tourner un H4, ça casse beaucoup moins facilement que sur la machine Xbox les condensats qu'on peut trouver. Et après, une fois qu'on a accès au LDAP, évidemment, on fait un peu ce qu'on veut, donc faire attention à pas laisser traîner les mots de passe LDAP, y compris dans l'historique de Vim. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à laisser des commentaires, et je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.